Quand j'étais petit, on me disait de faire attention dans la rue, de ne pas parler aux inconnus. Aujourd'hui, ce n'est plus dans la rue que les prédateurs rôdent, c'est dans le téléphone, la console, la tablette. Derrière un jeu, une vidéo, un message anodin, il peut y avoir quelqu'un qui traque mon enfant, ou le vôtre, sans qu'on le sache. Dans cette vidéo, je vais vous montrer qui sont ces prédateurs invisibles, comment ils manipulent les plus jeunes, et surtout ce qu'on peut faire concrètement pour protéger nos enfants, à chaque âge, sans les couper du monde. Je vais aussi vous parler des outils qui aident, des pièges à éviter, et du rôle qu'on a à jouer, pas en flic, mais en allié. Parce qu'on ne peut pas toujours être derrière eux, mais on peut leur apprendre à voir le danger avant qu'il ne soit trop tard. Abonnez-vous à ma chaîne Telegram. J'y partage encore plus d'informations utiles et intéressantes. Et regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin, car c'est dans la dernière partie que je donne des conseils fiables et concrets que vous pourrez appliquer dans la vie réelle. Quand je parle d'Internet avec d'autres parents, j'ai souvent cette impression étrange, comme si on regardait tous un écran sans vraiment voir ce qui s'y cache. Parce que la vérité, c'est que les vrais prédateurs d'aujourd'hui n'ont plus besoin de s'approcher de nos enfants dans la rue. Ils entrent dans nos maisons silencieusement à travers le Wi-Fi. Et je vais vous le dire franchement, les plus grands dangers sont souvent ceux qu'on ne voit pas. Ils ne portent pas de cagoule, ne se cachent pas dans un fourgon. Ils se cachent dans un jeu en ligne, dans une demande d'amis, dans un message qui semble gentil. On les appelle les groomers, les swatteurs, les droops, les harceleurs, les escrocs, et ils savent exactement comment parler à un enfant. Un groomer, c'est un adulte qui cherche à gagner la confiance d'un enfant pour l'exploiter sexuellement. Et ils peuvent être d'une patience glaçante. Parfois, ils passent plusieurs mois à discuter avec un enfant, à se faire passer pour un camarade de classe ou un joueur sympa. Ils envoient des cadeaux virtuels, donnent des conseils, se montrent compréhensifs. Et petit à petit, ils franchissent les limites. La plupart du temps, le premier contact se fait dans des jeux en ligne ou sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une théorie. Dans près de 90% des cas, tout commence par une discussion normale dans un chat. Et puis un jour, la conversation glisse vers des sujets personnels, puis plus intimes, puis dangereux. J'ai découvert récemment un autre piège, encore trop méconnu. Les droops. Vous connaissez ce mot? Moi non plus, au début. Mais voilà ce que ça cache. Ce sont des ados, parfois même des enfants, qu'on utilise pour faire passer de l'argent sale. Les criminels leur proposent un petit job facile. Recevoir de l'argent sur leur compte, en garder un pourcentage, puis le transférer ailleurs. C'est présenté comme une opportunité, un moyen de gagner sa vie facilement. Mais en réalité, c'est du blanchiment d'argent. Et oui, un enfant qui accepte devient complice d'une fraude, souvent sans en avoir conscience. Ce qui m'a choqué, c'est qu'il existe des forums qui expliquent comment recruter des enfants pour ce genre de choses. En clair, ils sont ciblés parce qu'ils sont jeunes et naïfs. Autre profil tout aussi inquiétant, les swatteurs. Ce sont des personnes qui passent de fausses alertes au service de police pour envoyer des forces spéciales chez quelqu'un. Oui, vous avez bien entendu. Ça arrive après une dispute dans un jeu en ligne, ou simplement pour se venger de quelqu'un. Imaginez un ado frustré, qui retrouve l'adresse d'un autre joueur et appelle la police en disant qu'il y a une prise d'otage chez lui. Et là, les choses peuvent très vite dégénérer. Chez nous, ce phénomène est encore rare, mais il se développe. Et le plus effrayant, c'est que ça part souvent d'un simple conflit sur un jeu. On parle de représailles numériques, mais avec des conséquences bien réelles. Vous avez peut-être déjà entendu parler des défis extrêmes qui circulent sur Internet. Ce sont des vidéos ou des messages qui poussent les jeunes à faire des choses insensées, monter sur des toits d'immeubles, sauter devant des voitures, se filmer en train de se blesser. Derrière ces défis, il y a parfois des coordonnateurs anonymes, qu'on appelle aussi des haters ou roughers. Ils manipulent les ados pour qu'ils prennent des risques insensés, souvent sous prétexte de prouver leur courage. Mais ce n'est pas du courage, c'est de la manipulation. Un autre danger, peut-être le plus sournois, le chantage. Voilà comment ça se passe. Un enfant envoie une photo intime, souvent à quelqu'un qu'il croit connaître. Ensuite, cette personne menace de tout envoyer à ses amis, à sa famille, à l'école. Sauf si l'enfant paie ou envoie d'autres images.
Ce chantage émotionnel, qu'on appelle aussi sextorsion, touche principalement les ados entre 12 et 17 ans. Et la peur, la honte, le sentiment d'avoir fait une bêtise poussent souvent l'enfant à se taire, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ces prédateurs ont une chose en commun. Ils savent se rendre invisibles. Ils exploitent les failles, l'innocence, le besoin d'attention, et le pire, c'est qu'ils savent mieux utiliser Internet que la plupart d'entre nous. Mais vous savez quoi? On peut les empêcher de nuire. En connaissant leurs techniques, en parlant avec nos enfants, en installant un climat de confiance plutôt que de peur, on rend ces invisibles visibles. Et un danger qu'on voit, c'est déjà un danger qu'on peut éviter. Quand on parle de protéger les enfants en ligne, beaucoup de parents me posent la même question. À partir de quel âge faut-il s'inquiéter? Et je leur réponds toujours, dès les tout premiers clics. Parce que les dangers ne commencent pas à 13 ans, ils s'adaptent à chaque étape. Et plus on commence tôt, plus on construit des réflexes solides. À ce stade-là, on se dit souvent que le danger est loin. Après tout, un petit regard de juste des dessins animés sur une tablette, non? Eh bien non. Même dans un contenu pour enfants, il peut y avoir de la pub déguisée, des vidéos effrayantes, des images qu'on ne veut pas qu'un tout petit voie. Moi, à cet âge-là, je ne laisse jamais un enfant seul avec un écran. Je m'assieds à côté. Je lui explique. Tu peux regarder ça, mais si tu vois quelque chose de bizarre, tu m'appelles. Et petit à petit, je lui apprends à demander avant de cliquer, à me montrer ce qu'il veut télécharger. Côté outils, je recommande des tablettes avec mode enfant intégré, des applis comme YouTube Kids ou des navigateurs spécialement faits pour les petits. Et surtout, pas plus d'1 heure par jour d'écran, comme le recommande l'OMS. À cet âge, ce n'est pas de la liberté numérique, c'est de l'apprentissage accompagné. C'est l'âge où les enfants commencent à utiliser Internet pour l'école, à envoyer des messages, à jouer en ligne avec d'autres. Et c'est là que beaucoup de parents pensent qu'ils doivent tout bloquer. Mauvaise idée, parce qu'on ne peut pas tout bloquer. Mais on peut tout expliquer. À cet âge, je pose les bases. Tu ne donnes jamais ton vrai nom, ton adresse ou le nom de ton école. Tu ne parles pas avec des inconnus, même dans un jeu. Tu me demandes avant de poster une photo. Et si quelque chose te fait peur, tu viens m'en parler. Je me souviens d'une fille de 9 ans, la fille d'une collègue, qui a reçu un message dans un jeu. Tu as gagné un prix, donne ton adresse pour le recevoir. Heureusement, elle en a parlé à ses parents. C'était une arnaque ciblée, faite pour soutirer des données à des enfants. Elle a eu le bon réflexe, parce qu'on l'avait préparé. Pour cette tranche d'âge, j'utilise des logiciels de contrôle parental pour suivre les sites visités, des moteurs de recherche sécurisés. Et surtout, je configure avec eux leur compte. Je leur montre où cliquer, comment dire non. Et puis je mets en place un emploi du temps. Le mercredi, c'est 1 heure de jeu. Le week-end, 2 heures. Pas d'écran après 18 heures. C'est plus facile quand c'est clair et ça évite les conflits. Là, les choses deviennent plus subtiles. Parce qu'on a affaire à des ados, pas à des enfants. Et les ados veulent une chose, qu'on les laisse tranquilles. Alors forcément, ils effacent l'historique, installent des applis sans qu'on le sache, passent leur soirée à chatter avec des gens qu'on ne connaît pas. Et pourtant, c'est là qu'il faut redoubler de présence. Pas de surveillance, de présence. Avec un ado, je n'interdis pas, j'explique, je discute, je parle de cas réels, des jeunes victimes de sextorsion, des arnaques qui volent des identités, des amis virtuels qui ne sont pas ceux qu'on croit. Je demande leur avis, je les écoute, même quand ça me dérange. Parce qu'un ado qui se sent respecté, c'est un ado qui vient parler quand quelque chose ne va pas. Côté technique, je réduis les restrictions, mais je garde un système d'alerte sur les actions dangereuses, une configuration de confidentialité sur les réseaux sociaux qu'on fait ensemble, et une règle d'or chez moi, pas de téléphone dans la chambre la nuit. Pourquoi? Parce que les drames commencent souvent après minuit, quand tout le monde dort sauf eux, et Internet. Ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a pas de méthode unique, pas d'application magique. La protection d'un enfant, ça change avec lui. Ça évolue. Ce qui marche à 6 ans ne fonctionne plus à 13. Ce qui rassure un petit peut frustrer un ado. Et c'est normal. Mais à chaque étape, on peut poser les bonnes bases. Des limites claires, un dialogue ouvert et des outils adaptés.
C'est comme ça qu'on construit non pas un mur autour de l'enfant, mais un filet de sécurité sous ses pieds, pour qu'il puisse avancer sans tomber. Je vais vous dire une chose que j'ai apprise à mes dépens. On ne protège pas un enfant avec des cadenas numériques. On le protège en lui donnant des outils, des vrais, des réflexes, une confiance en lui et en nous. Alors oui, les logiciels de contrôle parental, c'est utile. Mais si on ne fait que ça, on se plante. Parce qu'un enfant malin, et croyez-moi, ils le sont tous, trouvera toujours un moyen de contourner une appli. Mais il ne pourra jamais contourner une règle bien comprise ou un lien de confiance. Quand mes enfants ont commencé à aller sur Internet, j'ai tout installé. Contrôle parental, limite de temps, filtre de contenu. Et je ne regrette pas. Ces outils m'ont aidé à poser un cadre, à savoir où ils allaient, combien de temps ils y passaient, et surtout à éviter les pires contenus. Parmi ceux que j'ai testés, je peux vous citer Google Family Link sur Android. Simple et gratuit, parfait pour démarrer. Kaspersky Safe Kids, un peu plus technique mais très complet. L'option temps d'écran sur iPhone, idéal pour gérer l'usage au quotidien. Ces outils permettent de limiter l'accès à certains sites, filtrer ce que l'enfant voit, fixer des horaires, être alerté en cas de comportement suspect. Mais je vous préviens, aucun système n'est infaillible. Si on ne parle jamais avec l'enfant, ces outils deviennent vite inutiles. Le téléphone, c'est leur couteau suisse numérique. Donc j'ai passé du temps à configurer chaque détail. Voici ce que je fais systématiquement. Je vérifie les autorisations des applications. Pas d'accès inutile au micro, à la caméra ou au contact. Je désactive la géolocalisation sur les jeux et applis de divertissement. Je bloque les achats intégrés ou je les protège avec un mot de passe. J'active la recherche sécurisée sur Google et YouTube. Je configure les paramètres de confidentialité dans les réseaux sociaux, avec eux. Et j'explique. Ce n'est pas pour t'espionner, c'est pour te protéger de ceux qui veulent te piéger. Et puis tous les 3 mois, je refais le point. Parce que les applis évoluent, les paramètres changent, et les dangers aussi. Mais ce qui marche le mieux, c'est d'apprendre à l'enfant à reconnaître le danger lui-même. Parce qu'un jour, il cliquera sans réfléchir. Il recevra un message étrange. Il tombera sur une vidéo choquante. Et je ne serai pas là. Personne ne sera là. Sauf ce que je lui ai appris. Je lui dis toujours, ne donne jamais ton vrai nom, ni ton école, ni ton adresse. Ne parle pas avec des inconnus, même s'ils semblent gentils. Ce que tu postes en ligne peut rester pour toujours. Réfléchis avant de publier. Si un message te fait peur ou te met mal à l'aise, tu m'en parles. Toujours. Et je parle vrai. Je lui montre des exemples réels. Je ne dramatise pas, mais je n'édulcore rien non plus. Ce que je veux avant tout, c'est que mon enfant vienne me voir quand ça dérape. Et pour ça, je dois créer un espace où il ne se sentira pas jugé. Donc je me tais quand il me raconte un truc qui me choque. Je ne lui crie pas dessus quand il a cliqué sur un mauvais lien. Je lui dis « Merci de m'en avoir parlé. Maintenant, on va gérer ça ensemble. » Et ça, c'est le bouclier ultime. Pas un logiciel, pas un VPN, mais un lien solide, humain, entre lui et moi. Chez moi, il y a des règles, mais ce ne sont pas des interdictions arbitraires. Ce sont des engagements familiaux. Par exemple, pas de téléphone à table, pas d'écran dans la chambre le soir. 2 heures maximum de jeu par jour, avec une pause au milieu. Et surtout, je les respecte moi-même. Parce que si je suis sur mon portable pendant tout le dîner, je ne peux pas lui reprocher d'en faire autant. Je fais aussi évoluer les règles avec l'âge. Ce qu'on interdit à 8 ans, on peut l'autoriser à 13, avec condition. Et je construis ces règles avec lui, pas contre lui. Leur apprendre à penser par eux-mêmes. Aujourd'hui, le danger, ce n'est pas juste un inconnu qui veut leur parler. C'est aussi la désinformation, les fake news, les contenus toxiques. Alors j'apprends à mon enfant à se poser des questions. Qui a publié cette info? Est-ce que c'est fiable? Pourquoi ce message me fait-il peur ou me rend-il triste? Est-ce que ça sent la manipulation? On fait des petits jeux ensemble.
On regarde des pubs, des vidéos, des posts, et on démonte les pièges. Et ça, c'est fun. C'est utile. Et ça reste dans la tête. En fait, ce que je veux, ce n'est pas qu'il soit protégé. Ce que je veux, c'est qu'il soit préparé. Parce qu'on ne pourra jamais tout bloquer. Mais on peut tout expliquer. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre un enfant exposé et un enfant en sécurité. Je vais être honnête avec vous. Il n'y a pas de recette magique. Aucun logiciel, aucune application, aucune règle toute faite ne pourra garantir à 100% que votre enfant ne croisera jamais un danger en ligne. Mais ce que j'ai appris, c'est que notre rôle à nous, ce n'est pas d'éteindre Internet. C'est d'éclairer le chemin. On peut leur montrer comment se défendre, comment réfléchir, comment dire non, comment se protéger sans avoir peur de tout. Et surtout, comment venir nous parler sans craindre d'être punis ou humiliés. Parce qu'à la fin, ce qui protège vraiment un enfant, ce n'est pas une barrière, c'est un lien, une confiance, une présence. Et si je peux vous donner un seul conseil pour ce soir, prenez 5 minutes, allez voir votre enfant et posez-lui une question simple. Tu te sens en sécurité sur Internet? Et surtout, écoutez la réponse. Vraiment. Sans couper. Sans juger. Parce que c'est dans ces petits moments qu'on construit les vraies protections. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et si elle vous a été utile, partagez-la avec d'autres parents. Parce que plus on est informé, moins nos enfants seront vulnérables.